les rues de Washington. Une explosion tue un ex-ambassadeur et sa jeune assistante. Quand le FBI resserre son filet autour des auteurs de l'attentat, ceux-ci prennent pour cible les agents et leurs familles. Le FBI est pris dans une dangereuse chasse à l'homme pour retrouver un meurtrier cruel. Les agents sont confrontés à un des adversaires les plus habiles, un criminel capable d'orchestrer la mort d'un diplomate. Washington, le 18 septembre 1976. Un homme préparait sa vengeance meurtrière contre l'un des critiques les plus virulents de son pays. La victime visée était Orlando Letelier, l'ex-ambassadeur du Chili. Ce socialiste, reconnu pour son franc-parler, se trouvait aux États-Unis où il dénonçait la dictature militaire d'Augusto Pinochet. Le général Pinochet s'était emparé du pouvoir 3 ans plus tôt lors d'un coup d'État. Letelier s'opposait farouchement au régime pour ses multiples violations des droits de l'homme et il reprochait au dictateur de lui avoir retiré sa citoyenneté chilienne. À cause de ses nombreuses critiques, un pays d'Europe avait cessé de prêter de l'argent au Chili. Un peu après minuit, le 19 septembre, un criminel se préparait à réduire à jamais le diplomate au silence. La bombe, télécommandée, avait été posée sous le siège du conducteur de la voiture de Letelier. Maintenant, elle n'attendait que le signal pour exploser. 2 jours plus tard, Letelier se rendit à son lieu de travail en voiture. Son assistante, Ronnie Moffitt, âgée de 25 ans, était assise à la place du passager. Mike, son mari, se trouvait à l'arrière. La voiture s'engagea bientôt sur Embassy Road. Après avoir appelé le service d'urgence pour qu'on envoie une ambulance, les policiers affectés à la protection des ambassades vinrent en aide aux victimes. Orlando Letelier gisait entre la vie et la mort. Ses jambes avaient été déchiquetées par la détonation et son torse était couvert de blessures causées par des éclats d'obus. Ronnie Moffitt, qui aussi avait été blessé par l'obus, luttait pour respirer. Par miracle, Mike Moffitt s'en sortit indemne, bien qu'il fût très inquiet à propos de sa femme. Une ambulance conduisit Letelier à l'hôpital au moment où les agents du FBI arrivaient sur les lieux. L'agent spécial Carter Cornick. Quand on est arrivé, la scène du crime était, comme c'est souvent le cas, épouvantable à voir. J'ai vu la voiture. Au bord de la route, une femme était allongée. On lui prodiguait les premiers soins. J'ai alors entendu, dans toute la confusion qui régnait, un jeune homme crier « C'est Dina qui a fait ça ». Je n'avais alors aucune idée de ce qu'était Dina. Selon la loi, l'enquête sur une attaque faite à des fonctionnaires étrangers relève du FBI. L'agent Cornick s'occupa de cette affaire. La première chose qu'on devait faire, c'était de prendre le contrôle des lieux. La scène du crime n'est disponible que pendant peu de temps, et on ne peut la revoir plus tard. Souvent, l'enquête sur la scène du crime a des répercussions sur les résultats qu'on obtient en bout de ligne. L'agent Cornick demanda qu'on dépêche d'autres agents, notamment des experts en explosifs du FBI, afin que ceux-ci recueillent et identifient tous les indices qu'ils trouveraient. On a eu beaucoup d'aide. Plus de 150 agents sont venus sur les lieux. Il y avait même des experts judiciaires. Cette étape de l'enquête a été menée à ma demande par le responsable de l'unité des explosifs.
Pendant les recherches, le FBI apprit qu'Orlando Letelier et Ronnie Moffitt avaient succombé à leurs blessures. L'affaire portait maintenant sur un double homicide. À la Cour fédérale, le procureur croyait que cette affaire d'assassinat d'un homme public exigeait d'être traitée avec le plus grand soin et le plus vite possible. Dans cette affaire, un procureur fédéral a été assigné à l'enquête dès le premier jour. Ça ne s'était jamais vu auparavant, sauf pour l'affaire du Watergate. Le procureur fédéral assigna à ce cas son assistant le plus déterminé, Gene Proper. C'était un meurtre horrible, et je voulais résoudre cette affaire pour montrer au monde qu'on ne tolère pas ça ici. Je me fichais pas mal du fait que Letelier soit un socialiste, un communiste ou un homme d'extrême droite. Il avait été brutalement assassiné dans les rues de Washington en même temps qu'une jeune femme, et aucun d'eux ne méritait de mourir. Au deuxième jour de l'enquête, les enquêteurs commencèrent à réfléchir aux mobiles possibles du meurtre de Letelier. Dès le départ, on a pensé qu'il s'agissait d'un assassinat politique commandé par un État étranger. On avait su par le département d'État que la junte militaire au Chili jugeait Letelier personnellement responsable de la cessation de prêts venant de l'étranger. Buenos Aires en Argentine. L'agent spécial Bob Scherer du FBI faisait tout pour que le gouvernement chilien ne sache rien de son enquête. Il s'entretint secrètement avec ses contacts à Buenos Aires. Il voulait savoir s'il disposait d'informations. Les services secrets chiliens pouvaient-ils être impliqués dans cet attentat? Son contact argentin lui parla alors d'un programme secret appelé Opération Condor. Les services de renseignement des pays d'extrême droite d'Amérique du Sud surveillaient étroitement les activistes de gauche et, au besoin, les éliminaient. Le contact argentin de Scherer croyait que l'assassinat de Letelier était le premier de plusieurs assassinats prévus dans le cadre de l'opération Condor. Pour obtenir plus d'informations, le FBI dut se tourner vers un expert sur la question du Chili au sein du département d'État. Celui-ci apprit aux agents que le Chili avait désespérément besoin du soutien financier des États-Unis. Le matin même de l'assassinat, le ministre de l'économie du Chili descendait d'avion à l'aéroport Dulles. Il venait demander de l'aide financière aux États-Unis. L'expert doutait que le Chili ait mis en péril cette demande de soutien en faisant tuer Letelier. Il m'était difficile d'imaginer qu'un gouvernement aurait, d'un côté, commandé cet assassinat, alors que de l'autre côté, il venait demander de l'aide aux États-Unis. 2 semaines après l'assassinat de Letelier, un avion de ligne commerciale qui faisait la liaison entre la Barbade et Cuba explosa. Les 73 personnes à bord de l'avion moururent. Après l'explosion, des Cubains anticastristes d'extrême droite revendiquèrent fièrement l'attentat. Compte tenu du peu de temps entre cet attentat et l'assassinat, les enquêteurs se demandèrent si ces mêmes Cubains anticastristes pouvaient avoir un lien quelconque avec leur affaire. Letelier était un socialiste et un admirateur de Fidel Castro. Ce lien était bien mince, mais c'était la seule piste dont disposait le FBI. L'agent Cornick demanda au labo de comparer la bombe ayant tué Letelier à d'autres bombes utilisées lors d'attentats revendiqués par des mouvements anticastristes. Les techniciens n'avaient guère d'éléments pour mener leurs analyses, car l'explosion avait presque tout détruit. Malgré tout, ils purent déterminer que la bombe de l'assassinat ne ressemblait en rien à ce qu'ils avaient vu par le passé. L'agent spécial Larry Wack du FBI. Le labo nous a annoncé que la bombe ne correspondait pas aux bombes des Cubains d'extrême droite que les experts avaient déjà analysées. On aurait préféré qu'ils nous disent le contraire. La dernière chose qu'on veut entendre, c'est qu'on est sur une fausse piste. Mais parce que le groupe d'extrême droite cubain avait déjà commis des assassinats, les enquêteurs ne pouvaient pas les écarter tout de suite du dossier. On se disait qu'ils travaillaient peut-être avec un nouveau fabricant de bombes, dont on ne savait encore rien. Pour se sortir de cette impasse, les enquêteurs mirent sur pied une ligne téléphonique destinée à recevoir des informations de partout dans le monde.
On a reçu littéralement des milliers de tuyaux par téléphone. On avait mis sur pied une ligne 1-800 pour gérer tous ces appels. On recevait des informations d'Europe notamment, mais surtout d'Amérique latine. Une piste provenait d'un pasteur de la région de New York qui affirmait que 3 agents secrets chiliens avaient quitté New York par avion peu de temps après l'assassinat. L'agent spécial Larry Wack du FBI interrogea le pasteur. Il a vite été évident que ce n'était pas lui qui avait été témoin de ces événements. Alors, bien entendu, je l'ai pressé de questions, car je voulais découvrir qui, au juste, avait vu ces 3 agents chiliens. Le pasteur avait obtenu ces informations de certains de ses amis, mais il refusa de divulguer leur nom. J'ai dit au pasteur de demander aux personnes qui avaient vu tout ça de nous contacter. En attendant des nouvelles à ce sujet, l'agent Wack se rendit à l'aéroport John F. Kennedy à New York pour vérifier l'information que lui avait donnée le pasteur à propos du départ par avion de 3 agents chiliens. Personne ne put confirmer ces dires. L'enquête piétinait de nouveau. Quelques semaines plus tard, l'agent Wack dit au revoir à sa fiancée qui partait travailler à la compagnie aérienne où elle était agente de bord. Il ignorait qu'il n'était pas le seul à la regarder partir. Dans l'aire de stationnement de l'aéroport, un inconnu menaça la fiancée de Wack. Les terroristes frappaient de nouveau, cette fois dans les rangs même du FBI. Orlando Letelier, l'ex-ambassadeur du Chili et son assistante, avaient été assassinés à Washington au cours d'un attentat à la bombe. Au début de l'enquête du FBI, la fiancée de l'agent spécial Larry Wack fit l'objet de menaces. Effrayé, l'agente de bord appela son fiancé. J'étais horrifié que quelque chose comme ça puisse se produire. Que ces gens n'aient même pas eu le cran de s'en prendre à moi et qu'ils l'aient menacée, elle. L'agent Wack croyait qu'il avait sans doute interrogé, sans le savoir, quelqu'un ayant des liens étroits avec les auteurs de l'assassinat. J'ignorais ce qu'on avait fait, mais visiblement, on les avait rendus nerveux. Il nous fallait maintenant réexaminer ce qu'on avait fait jusque-là, surtout moi. Je devais examiner la liste des gens que j'avais interrogés pour voir d'où cette menace pouvait bien venir. La fiancée de l'agent Wack aida un dessinateur à faire le portrait robot de l'homme qu'il avait menacé. Les agents montrèrent ensuite le portrait à des immigrants chiliens un peu partout à New York. Malheureusement, aucun d'entre eux ne semblait le connaître. Washington, un mois après l'attentat à la bombe. Gene Proper, l'assistant du procureur et l'agent spécial Carter Cornick du FBI tombèrent sur ce qui semblait être une piste. Le département d'État leur avait fourni les photos de 2 présumés agents secrets chiliens dont on ignorait les vrais noms. Un mois avant le meurtre de Letelier, les 2 hommes avaient déposé une demande de visa à l'ambassade des États-Unis au Paraguay et fourni de faux passeports. L'un d'eux n'avait pas l'air chilien. Les 2 hommes avaient reconnu ouvertement être des agents des services de renseignement. Ils avaient déclaré qu'ils avaient besoin de visa pour assister à une rencontre avec la CIA à Washington. L'ambassadeur avait pris la précaution de photographier les passeports à l'insu des 2 hommes. Quand la CIA avait nié plus tard connaître les 2 agents, l'ambassadeur avait annulé les visas. Les enquêteurs croyaient que ces photos leur seraient peut-être utiles. Voici l'agent spécial Carter Cornick du FBI. On avait les photos de ces types, mais on ignorait qui c'était. Si on identifiait ces 2 suspects, on pourrait peut-être faire progresser l'enquête. Quelques jours plus tard, les enquêteurs obtinrent des informations qui pointaient de nouveau vers Cuba.
un quotidien vénézuélien avait fait paraître un article selon lequel des Cubains d'extrême droite basés aux États-Unis auraient assassiné le taulier. L'article mentionnait les noms des deux principaux suspects, Enrique et Sanchez Ayala du New Jersey. Les enquêteurs connaissaient déjà les deux frères. C'étaient les membres fondateurs d'un groupe anticastriste violent se faisant appeler le Mouvement nationaliste cubain. Ils étaient soupçonnés de plusieurs attentats à la bombe, notamment celui d'un navire russe à New York seulement 5 jours avant l'assassinat de l'hôtelier. On les croyait également responsables d'une tentative d'attentat à la New York Academy of Music, où des artistes cubains devaient se produire. Les agents commençaient à se demander si les frères Ayala n'avaient pas également ciblé le socialiste chilien Orlando Letelier. Dans un quartier cubain du New Jersey, un agent du FBI retrouva la trace d'Enrique Ayala. Quand l'agent lui demanda où il se trouvait le jour de l'assassinat de l'hôtelier, Ayala lui fournit une réponse étonnante. Les enquêteurs de Washington trouvèrent ce commentaire suspect. L'assistant du procureur fédéral, Gene Proper. Dès qu'on entend quelque chose comme ça, on commence à se demander ce que ce type peut bien avoir à cacher. Proper demanda au FBI de remettre à Ayala une assignation à témoigner devant un grand jury. Aux États-Unis, personne n'est obligé de parler à la police ou au FBI. Si un agent vous approche dans la rue, vous pouvez lui dire d'aller se faire voir ailleurs. Vous êtes toutefois obligé de témoigner devant un grand jury, si on vous remet une assignation à témoigner. Un agent partit remettre l'assignation à comparaître à Enrique Ayala. FBI. La femme d'Ayala déclara qu'elle ne savait pas où celui-ci était. Il avait disparu. Les agents demandèrent à des Cubains anticastristes de leur dire où se trouvait Ayala. La pression exercée sur Ayala porta finalement fruit et il accepta de rencontrer les autorités. Au bureau de Proper à Washington, Ayala affirma n'avoir joué aucun rôle dans la mort de l'hôtelier. Les enquêteurs lui demandèrent ensuite pourquoi il avait déclaré à un agent que c'était l'as qu'il gardait en réserve. Ayala répondit qu'il ne faisait que plaisanter. Proper cuisina Ayala devant le grand jury. Ayala répondit qu'il ne savait rien du meurtre de l'hôtelier et il invoqua le 5e amendement pour refuser de répondre quand on lui demanda s'il était allé au Chili depuis peu. New York. Quelques jours après le témoignage d'Ayala, l'agent spécial WAC reçut un appel d'un présumé membre d'un groupe anticastriste. Il a dit qu'il arriverait chez moi dans 1 minute et qu'il voulait me parler. L'agent WAC craignait d'être en danger. La grande question était comment avait-il trouvé mon numéro de téléphone? Et plus important encore, comment avait-il découvert où je vivais? Je suis alors allé voir mon voisin, un agent du service de police de New York, et je lui ai dit « Danny, prends ton arme et sors ». Je lui ai raconté ce qui venait de se produire. Je lui ai parlé de l'appel et lui ai dit que j'ignorais ce qui allait arriver. On s'est caché dehors, dans une ruelle, et moins de 3 minutes plus tard, un type s'est présenté devant mon immeuble. On s'est disputé devant mon immeuble. Il m'a dit que son groupe n'avait rien à voir avec les menaces qui avaient été faites à ma fiancée et il voulait qu'on leur fiche la paix. Je lui ai alors dit que la prochaine fois qu'il se présenterait à ma porte, il rentrerait chez lui dans un sac à dépouilles. J'étais furieux à propos de toute cette situation. Non seulement ma fiancée avait-elle reçu des menaces, mais en plus, ces terroristes étaient venus chez moi. Je me demandais ce qui arriverait ensuite. Loin de reculer, l'agent WAC exerça encore plus de pression sur le groupe. Si les Cubains affichaient autant de nervosité, c'était peut-être parce que le FBI était à 2 doigts d'établir un lien entre l'assassinat et l'auteur de cet attentat à la bombe. L'agent WAC talonna les Cubains à la recherche de quelqu'un qui saurait quelque chose à ce sujet. Si vous croyez pouvoir intimider le FBI, vous faites erreur. Les agents n'y mettront que plus d'ardeur. Les personnes approchées par l'agent furent distantes quand elles ne l'insultèrent pas carrément.
Mais il continua de chercher des pistes. Finalement, 5 semaines après le meurtre de Letellier, l'agent Wack rencontra un Cubain ayant déjà fabriqué des bombes et qui était prêt à parler. Ce qui l'empêchait de dormir, ce n'était pas la mort de Letellier, mais plutôt celle de la jeune femme, Ronnie Moffett. Pour lui, c'était la goutte qui avait fait déborder le vase. L'homme déclara qu'il avait entendu dire qu'Enrique Ayala, le chef d'un violent groupe anticastriste, avait rencontré un agent secret chilien à plusieurs reprises. Selon lui, les Cubains voulaient montrer leur soutien au gouvernement chilien d'extrême droite. L'agent Wack se servit de ces renseignements pour interroger d'autres informateurs. Ceux-ci lui apprirent qu'Ayala avait été vu en compagnie d'un Chilien blond, de grande taille, ayant l'allure d'un militaire. Un informateur m'a dit que les nationalistes appelaient cet homme El Flaco, ce qui signifie le maigre ou les flanqués. L'agent Wack venait de mettre au jour un lien entre un agent chilien et le mouvement nationaliste cubain. On disposait maintenant d'indices qui laissaient présumer qu'un agent chilien avait été en contact avec un nationaliste. En outre, ces nationalistes commettaient des attentats à la bombe depuis plusieurs années. La thèse de leur implication devenait de plus en plus vraisemblable. Le FBI concentra son attention sur Santiago au Chili. C'est là que l'agent spécial Bob Scherer cherchait à établir un lien entre Enrique Ayala et les autorités chiliennes. Des représentants d'Interpol au Chili lui apprirent qu'Ayala était venu au pays 2 ans plus tôt et qu'on le soupçonnait d'avoir rencontré des représentants du gouvernement chilien, voire même des membres des services secrets. Grâce à ces nouvelles informations, Gene Proper, l'assistant du procureur fédéral, fit émettre des assignations à comparaître au nom d'Enrique Ayala et de 2 de ses amis afin qu'ils se présentent à nouveau devant un grand jury. Quelques jours plus tard, Proper reçut des menaces de mort sur sa ligne téléphonique privée. Proper en déduisit que leurs actions devaient rendre les membres de l'organisation nerveux. Mais plutôt que de reculer, Proper et l'agent spécial du FBI Carter Cornick décidèrent de mettre les bouchées doubles. Ils firent venir Enrique Ayala à leur bureau. Celui-ci déclara que ses amis et lui invoqueraient le 5e amendement devant le grand jury et qu'ils ne répondraient à aucune question. Les enquêteurs devraient poursuivre leurs recherches pour trouver quelqu'un qui accepterait enfin de parler. L'agent spécial Carter Cornick du FBI. Cette affaire traînait en longueur. On se demandait comment on arriverait à remettre l'enquête sur les rails. Un mois plus tard, à New York, les services secrets contactèrent l'agent Larry Wack du FBI. Ils avaient arrêté un faussaire spécialisé dans les cartes d'identité qui était prêt à conclure un marché avec les autorités. Il affirmait avoir entendu parler d'un complot entre les frères Ayala pour assassiner Gene Proper, l'assistant du procureur fédéral. Après plusieurs mois d'enquête, ces informations pouvaient constituer la percée que les agents du FBI espéraient. Ainsi, peut-être pourrait-il enfin mettre la main au collet des terroristes. À Washington, une bombe télécommandée avait tué le socialiste et ex-ambassadeur du Chili, Orlando Letellier, et son assistante. À New York, 8 mois après le double assassinat, un faussaire contacta le FBI. Celui-ci fournissait de faux papiers d'identité aux membres d'un groupe cubain d'extrême droite. Le faussaire affirmait détenir des informations à propos de l'organisation et il désirait conclure un marché avec l'agent spécial Larry Wack du FBI. Il nous a expliqué qu'il était en train de préparer de faux permis de conduire, des passeports et d'autres documents pour des types du mouvement nationaliste. On en a déduit que ces individus se préparaient à s'enfuir, à disparaître. Selon le faussaire, les nationalistes cubains lui avaient confié que si leur chef Enrique Ayala se retrouvait derrière les barreaux, il tuerait le procureur général et son assistant Gene Proper, à qui l'enquête avait été confiée.
L'agent Wack proposa de parler au service secret en faveur du faussaire si, en échange, celui-ci acceptait de recueillir des informations à propos d'Enrique Ayala et de son frère Sanchez. Le faussaire accepta à contre-cœur. Il déclara qu'il devait rencontrer Sanchez Ayala sous peu pour lui remettre de fausses cartes d'identité. Le soir de la rencontre, l'agent Wack se rendit secrètement sur place. Il vit le faussaire arriver. Celui-ci avait caché une fausse carte d'identité dans un magazine. On a pu corroborer à son insu plusieurs éléments dont il nous avait parlé. Quand les agents virent Ayala sortir du restaurant avec le même magazine, ils surent que leur informateur n'avait pas menti en disant travailler pour les frères Ayala. Peut-être que ceci conduirait maintenant les agents à leur contact chilien. 2 semaines et demie plus tard, l'informateur du FBI remit d'autres fausses cartes d'identité à Sanchez Ayala. À la fin de la rencontre, Sanchez déchira un billet d'$1 en deux et il en donna une moitié au faussaire. Sanchez lui dit ensuite qu'un grand Chilien blond allait bientôt le contacter et qu'il détiendrait l'autre moitié du billet. Cette affaire était en train de se transformer en un film de James Bond, entre les billets de banque déchirés et tout le reste. Mais il y avait ce type blond de grande taille dont on avait déjà entendu parler, qui revenait à la surface. Le FBI doutait que le mystérieux agent des services de renseignement secrets vienne rencontrer le faussaire aux États-Unis. Les services de renseignement chiliens étaient certainement capables de fabriquer leurs propres fausses pièces d'identité. Les agents suivirent Sanchez Ayala jusqu'à Miami, en espérant qu'il les conduirait à son frère. Mais après plusieurs jours de filature, ils perdirent sa trace. 2 semaines plus tard, le FBI eut un coup de chance quand un Chilien blond, de grande taille, approcha le faussaire. Au début, l'homme se contenta de lui parler de moto. Mais avant de partir, il déclara qu'un ami d'Enrique Ayala allait bientôt le contacter pour avoir de faux papiers. Dès qu'il entendit parler du grand Chilien blond, l'agent Wack organisa une rencontre avec le faussaire. L'agent montra au faussaire une série de photos, notamment la photo de passeport de l'agent des services de renseignement chilien qui avait tenté de venir en territoire américain sous le nom d'emprunt de Juan Williams. Je lui ai montré les photos et il a immédiatement pointé celle de Williams et dit « C'est ce type, j'en suis sûr ». Les enquêteurs disposaient enfin d'un nom pour enquêter sur le mystérieux étranger. Ils se rendirent au Chili pour en apprendre le plus possible sur l'homme se faisant appeler Juan Williams. À Santiago, l'agent spécial Bob Scherer découvrit qu'il n'y avait personne du nom de Juan Williams qui travaillait pour le gouvernement ou les forces armées. Washington. 1 an s'était écoulé depuis l'assassinat du socialiste Orlando Letelier, l'ex-ambassadeur du Chili, et de son assistante Ronnie Moffett. Les enquêteurs croyaient que des Cubains anticastristes qui travaillaient de concert avec les services de renseignement chiliens avaient orchestré ce meurtre. Les enquêteurs décidèrent d'approcher directement le gouvernement chilien pour obtenir des informations sur l'agent qui avait rencontré les terroristes cubains et qui utilisait le pseudonyme de Juan Williams. On pouvait exercer une pression directe. Selon nos sources, un agent du gouvernement chilien rencontrait régulièrement des terroristes aux États-Unis. Ces faits étaient embarrassants pour le Chili. Il devait nous fournir des explications. À Santiago, au Chili, l'agent Scherer annonça à un représentant du gouvernement chilien que le FBI souhaitait interroger Juan Williams et l'autre agent ayant déposé une demande de visa de séjour aux États-Unis sous un nom d'emprunt. Le gouvernement américain pouvait poursuivre les 2 hommes pour avoir demandé des visas en présentant de faux passeports. Les Chiliens répondirent qu'ils allaient mener leur propre enquête. Après 1 mois d'attente sans réponse du Chili, Proper intenta une poursuite. Il ajouta à son envoi soupli non cacheté les noms d'emprunt des agents et une note dans laquelle il soutenait qu'ils avaient joué un rôle important dans le meurtre de Letelier. Si le gouvernement chilien avait orchestré ce meurtre, Proper avait l'intention de l'en tenir responsable. J'ai fait un résumé de ce que les indices montraient,
et j'ai collé cette lettre sur mon paquet. Personne n'avait jamais fait ça et le département d'État a même blagué à ce sujet. Je me disais que lorsque cette affaire serait publique, et je m'étais assuré qu'elle le deviendrait, cela sèmerait la panique chez les Chiliens. Par la suite, les photos qui, elles, se trouvaient sous pli cacheté, se sont retrouvées dans les médias. Des articles sur l'affaire firent la une de journaux partout dans le monde. On y accusait le DINA, les services de renseignement chiliens, d'avoir orchestré ce meurtre. Ça a semé un vent de panique chez les Chiliens parce qu'on laissait entendre que le DINA était impliqué dans le meurtre de Letelier avec des Cubains. Les Chiliens ont alors déclaré vouloir rencontrer le secrétaire d'État et le procureur général. Les articles parus au sujet de l'affaire contenaient plusieurs tuyaux intéressants pour le FBI. Un journal en particulier avait identifié le mystérieux agent blond connu sous le pseudonyme de Juan Williams. L'affaire prit une tournure inattendue quand on apprit qu'il était né aux États-Unis. L'agent spécial Carter Cornick du FBI. Quand on a appris que l'un d'entre eux était de nationalité américaine, on était plus que jamais résolu à camper sur nos positions. Pourquoi ce citoyen américain travaillait-il pour les services de renseignement chiliens? Le bureau des passeports américains signala qu'un certain Michael Tonley correspondait à la description de l'agent blond. Selon les registres, il vivait présentement au Chili. Il avait 36 ans, il était né en Iowa, mais il avait grandi au Chili. Les agents se rendirent ensuite à Fort Lauderdale pour vérifier une autre information selon laquelle Juan Williams était en fait Kenneth Enyart. Celui-ci avait acheté du matériel de surveillance électronique pour le compte du gouvernement chilien. Le propriétaire d'un magasin de matériel électronique où l'on vendait des microphones et d'autres équipements de surveillance sophistiqués identifia Juan Williams sur la photo de passeport comme étant Kenneth Enyart. Le propriétaire fournit des documents qui montraient qu'Enyart avait acheté du matériel le jour même de l'attentat à la bombe ayant tué Letelier. Il montra également aux agents une lettre du gouvernement chilien qui autorisait Kenneth Enyart et Michael Tonley à faire des achats en son nom. Le FBI croyait maintenant que Kenneth Enyart était un autre pseudonyme de Michael Tonley et que le gouvernement chilien avait joué un certain rôle dans le meurtre. Le FBI disposait maintenant d'un premier suspect important dans cette affaire. Le lendemain, à New York, l'agent spécial Larry Wack rencontra le faussaire devenu informateur. Celui-ci surveillait un groupe de nationalistes cubains d'extrême droite que le FBI soupçonnait d'avoir collaboré avec le gouvernement chilien. L'agent Wack voulait savoir comment ils avaient réagi en apprenant que le FBI avait identifié leur contact chilien comme étant Michael Tonley. Tous les membres de la communauté qui avaient des liens avec le mouvement nationaliste se sont mis à paniquer. Ils disaient « Le chat est sorti du sac, ils savent qui c'est, il faut qu'on disparaisse ». Wack exerça de la pression sur le faussaire afin que celui-ci organise une rencontre avec le suspect clé du mouvement nationaliste avant qu'il ne disparaisse. J'ai dit au faussaire de leur dire tout bonnement que j'étais allé le voir, que j'avais découvert qu'il avait des liens avec les nationalistes et que je lui avais remis une assignation à comparaître devant un grand jury. Le plan fonctionna. Le faussaire rencontra le suspect sous le prétexte de lui demander conseil. Le suspect lui conseilla d'invoquer le 5e amendement et de garder le silence. Le faussaire lui demanda alors pourquoi à quelques reprises. Il a dit « on l'a tué ». On le sait et ils le savent. C'était exactement ce qu'on souhaitait obtenir. L'assistant du procureur Gene Proper et l'agent spécial Carter Cornick du FBI tentèrent d'assembler les indices. C'est une chose que d'avoir un contact en qui on peut faire confiance. Mais c'en est une autre d'avoir des preuves formelles. Les enquêteurs espéraient plus que tout trouver quelqu'un qui passerait aux aveux. Ils souhaitaient que cette personne soit Michael Tonley, mais pour le faire passer aux aveux, ils devaient d'abord le trouver. L'étape suivante serait d'aller au Chili et d'essayer de contraindre, d'une façon ou d'une autre, le gouvernement chilien de collaborer avec nous dans cette enquête.
Le fait que ces deux hommes aient présenté de faux passeports pour demander un visa de séjour aux États-Unis une semaine avant le meurtre nous apparaissait particulièrement suspect. Au cours des 2 semaines suivantes, Proper et le gouvernement américain exercèrent une énorme pression sur le Chili. Malheureusement, le gouvernement chilien opposait toujours de la résistance au procureur. Les Chiliens ont dit que cela provoquerait le renversement de leur gouvernement. On leur a répondu que cet homme était un Américain, qu'il avait commis un crime aux États-Unis et qu'on voulait le retrouver. On ne nous a pas permis de contacter les personnes à qui l'on aurait voulu parler au sein des services des renseignements chiliens. Mais parallèlement, certains Chiliens haut placés ont accepté de collaborer avec nous secrètement. Dans les coulisses, le gouvernement de Pinochet proposa un marché aux Américains. Il remettrait Thornley aux mains des Américains à condition que les États-Unis promettent de ne pas se servir de son témoignage contre le Chili. Les États-Unis acceptèrent. Le lendemain, des policiers chiliens emmenèrent Michael Thornley faire une promenade en voiture. Celui-ci espérait que les services de renseignement le protégeraient, voire même le récompenseraient en lui offrant des vacances prolongées dans un secteur isolé. Il n'avait pas la moindre idée de ce qui l'attendait. L'agent des services de renseignement chiliens et présumé complice d'un attentat à Michael Thornley croyait qu'il s'apprêtait à partir en vacances. Mais les agents du FBI l'attendaient à l'aéroport pour l'arrêter. L'agent spécial Carter Cornick du FBI. Il y avait un vol d'Air Ecuadorian qui partait pour New York. L'avion a été retenu sur la piste sur l'ordre du gouvernement chilien jusqu'à notre arrivée. On nous a alors remis Thornley. Celui-ci était désorienté. Il avait peur. Il ne pouvait pas croire que le gouvernement chilien l'ait trahi. Pendant le vol, Thornley refusa de parler en l'absence de son avocat. Une fois aux États-Unis, le FBI détint Thornley à la base navale de Quantico en Virginie. Les agents le soupçonnaient d'avoir assassiné un diplomate chilien avec l'aide de Cubains d'extrême droite. Mais la seule accusation qu'on pouvait porter contre lui était relative au faux passeport qu'il avait présenté. Thornley rencontra son avocat pendant que l'assistant du procureur Gene Proper se préparait à lui proposer un marché. Ça ne serait pas facile parce qu'on ne pouvait pas prouver que Thornley avait commis un meurtre. On n'avait rien contre lui, mis à part le fait qu'il avait présenté un faux passeport. Miami, en Floride. Les agents eurent un coup de chance lorsqu'un policier de Miami Alert reconnut un des hommes reliés à Thornley dans l'affaire du meurtre. Il s'agissait d'Enrique Ayala, le chef du mouvement nationaliste cubain. You're Enrique Ayala, aren't you? No, sir. Please take off your sunglasses. These are my identification, sir. Seguro que sí. L'agent Carter Cornick et le procureur Gene Proper profitèrent de l'arrestation d'Ayala et de celle d'autres présumés membres du groupe pour exercer de la pression sur Thornley. Enrique Ayala has been arrested. On a rencontré Thornley et on lui a dit qu'on avait arrêté les Cubains et qu'on conclurait un marché avec le premier d'entre eux qui accepterait de parler. On savait que les Cubains ne parleraient jamais, mais on ne l'a pas dit à Thornley. Il devait croire qu'on savait ce qui était arrivé, qu'on l'avait identifié, qu'on l'avait ramené aux États-Unis. Il devait craindre qu'on détienne toutes les informations sur lui. Mais en fait, tout ce qu'on avait contre lui, c'était un délit pour usage de faux passeports et le fait qu'on savait qu'il avait rencontré les Cubains. Malheureusement, à moins que les Cubains ou Thornley ne parlent, on ne pourrait pas porter cette affaire devant les tribunaux. Après des heures de négociations, Thornley accepta de coopérer en échange d'une peine d'emprisonnement réduite de 10 ans. Thornley déclara qu'il était un agent secret hautement spécialisé et un assassin pour les services de renseignement chiliens. Il travaillait pour la police secrète chilienne qui était menée par un général. Il estimait que les assassinats qu'il avait commis avaient été ordonnés par le gouvernement.
La police secrète voulait voir Letellier mort parce qu'il vivait aux États-Unis, qu'il faisait connaître ses opinions et qu'il jetait le discrédit sur le gouvernement de Pinochet. Letellier rencontrait les sénateurs au Congrès, il se prononçait un peu partout dans le monde. Or, le gouvernement de Pinochet était un gouvernement répressif d'extrême droite et Letellier était un bon orateur. Il était une source d'ennui pour le gouvernement chilien. Il ne s'agissait pas du premier assassinat de Townley. Cet expert en électronique et en fabrication de bombes avait participé à plusieurs assassinats, aussi bien en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord et en Europe. Cet homme était certainement l'homme le plus dangereux que j'ai jamais rencontré. Il se vantait de son rôle dans la fabrication de bombes, ayant tué des gens. Et il justifiait ses actes en affirmant que Letellier était un soldat, tout comme lui. Townley déclara qu'il avait fabriqué une bombe dans une chambre de motel et qu'il l'avait ensuite fixée sous la voiture de Letellier pendant la nuit. Les Cubains, qui espéraient créer des liens avec le gouvernement chilien, avaient accepté de participer à cet attentat. Townley leur avait confié la mission de faire exploser la bombe. Il était ensuite parti pour la Floride, après avoir laissé une télécommande aux Cubains. Il déclara qu'il ignorait toutefois qui avait appuyé sur le bouton. Letellier n'intéressait pas particulièrement les Cubains. Il voulait seulement avoir des liens avec la police secrète chilienne, et ce pour plusieurs raisons. Le Chili pourrait leur donner asile s'ils avaient des problèmes aux États-Unis. En outre, ils avaient des idéologies semblables, étant eux aussi d'extrême droite. Ils croyaient également pouvoir obtenir du DINA, du matériel et peut-être même de l'argent. Pour prouver les dires de Townley, le FBI fit l'acquisition d'une voiture semblable à celle de la victime et ils demandèrent au suspect de fabriquer une bombe identique à celle qui avait tué le diplomate. Tout a été filmé par le FBI afin qu'on puisse utiliser ces images lors du procès. Les composantes de la bombe étaient identiques. Mais la question qu'on se posait, c'était si les résultats seraient les mêmes. On ne le savait pas. Stand by for detonation. 3, 2, 1. Quand la poussière est retombée, j'ai regardé la voiture qui venait d'exploser. Elle était identique à celle que j'avais vue 2 ans plus tôt sur les lieux du crime. Je n'en croyais pas mes yeux. Je me suis retourné pour regarder Michael Townley. Son visage était livide. Il a dit qu'il voulait partir. J'ai demandé à 2 de nos agents de le raccompagner à la voiture. Townley avait été mêlé à plusieurs crimes, mais il n'avait jamais porté le coup fatal. Il commettait ses crimes à distance et ne voyait pas ses victimes. C'était un soldat. On lui donnait l'ordre d'assassiner quelqu'un et il obéissait, mais ce n'était pas lui qui commettait le crime. Quand il a vu l'effet de sa bombe, il a semblé en être très affecté. 2 ans et demi après l'assassinat de Letellier, les frères Ayala et un de leurs complices comparurent devant les tribunaux. Les photos des 2 voitures réduites en charpie constituèrent les preuves les plus convaincantes. Les ressemblances entre les 2 explosions étaient frappantes. Après 7 semaines de procès, le jury est entré en délibération et a demandé à revoir 2 éléments de la preuve. L'un d'eux était les photos des voitures. 1 heure plus tard, les jurés ont déclaré les prévenus coupables de tous les chefs d'accusation. La Cour condamna Enrique et Sanchez Ayala pour avoir participé au complot pour meurtre. Mais lors d'un second procès, leur peine fut annulée sur un point de procédure. Au cours des 20 années qui suivirent, 2 autres nationalistes anticastristes et 3 représentants des autorités chiliennes se retrouvèrent derrière les barreaux pour le meurtre de Letellier. L'agent spécial Carter Koenig du FBI croit que l'assassinat de Letellier est le résultat d'un malentendu tragique. Je crois qu'il a été assassiné pour 2 raisons. D'abord pour ses actes. À cause de ses déclarations, les Pays-Bas avaient cessé de prêter des fonds au Chili. Et deuxièmement, les Chiliens le percevaient comme une menace. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. De plus, les militaires chiliens croyaient que Letellier était en train de former un gouvernement pendant son exil aux États-Unis. Mais ce n'était pas vrai.
Ils étaient seulement un peu trop paranoïaques. Des documents trouvés après la chute du dictateur chilien Augusto Pinochet ont confirmé plus tard que son gouvernement avait commandé la mort de Letelier. Le travail acharné des agents du FBI pour faire condamner ces assassins et pour résoudre cette enquête complexe a permis d'attirer l'attention de pays sans scrupules. Je crois que ça a envoyé un message au gouvernement qui avait l'intention de faire assassiner des gens à l'extérieur des frontières de leur pays. Vous feriez mieux d'y penser à 2 fois avant de faire ça.